site. Donc là, l'idée c'est de redonner un petit peu les bases pour le coup à tout le monde et de voir la façon dont la machinerie Internet fonctionne. On n'entrera pas forcément beaucoup dans les détails, mais au moins en fait on va parler de l'essentiel. Site web, comment ça fonctionne grosso modo l'échange de données en fait sur Internet. Donc lorsque je me connecte à un site web, techniquement ce qui se passe, c'est que j'ai un ordinateur ou un smartphone en fait qui lui-même a accès à Internet, qui est un fournisseur d'accès, et puis il appelle en fait les données, il appelle en fait un site Internet. Et un site Internet physiquement, c'est hébergé sur une machine, sur un ordinateur qui pourrait très bien ressembler à un ordinateur de bureau normal ou un ordinateur portable, peu importe. Il n'y a pas fondamentalement en fait de différence. Donc là, vous voyez, il y a une tour là. Cette tour-là, si elle est connectée en permanence à Internet, potentiellement, elle peut héberger 150 sites et puis les sites, pour le coup, vont répondre. Ils répondront rapidement si le tuyau qui connecte Internet, cette tour-là à Internet, il est gros, et puis moins rapidement s'il est un petit peu moins gros. Si jamais elle en héberge 5000 des sites, ce petit ordinateur-là va avoir un petit peu de mal quand même. Donc à la base, l'hébergement de sites, c'était ça. C'était des centres qui étaient connectés en fait en permanence à Internet et qui avaient 10, 20, 30, 40, 50 ordinateurs en fait comme celui-là, ou même des gens, des entreprises ou des particuliers qui avaient une connexion permanente à Internet et qui du coup hébergeaient leur site en fait de cette façon-là. Maintenant, c'est différent parce que tout est monté en puissance, tout s'est industrialisé, puis c'est devenu un petit peu moins cher. Et en réalité, maintenant, c'est plus des tours, c'est des cartes, si vous voulez, en fait, qui pourraient avoir cette épaisseur-là, sans écran, mais avec un microprocesseur, un disque dur ou équivalent dessus, et qui sont rangés dans des armoires. Et donc, du coup, il y a des milliers d'armoires en fait dans ces centres-là. Ça, c'est un data center. Donc là, vous voyez ici, il y a une armoire. Et puis, il y a peut-être 20 ordinateurs, 20 cartes en fait, qui sont fixées en fait dans chacune de ces armoires. Et sur chacune de ces cartes, il y a peut-être de ces ordinateurs, il y a peut-être 100 sites qui sont hébergés. Donc peut-être que dans cette armoire-là, j'ai 2000 sites qui sont hébergés. Du coup, vous voyez le nombre de sites qui peuvent être hébergés en fait dans ce data center. Donc quand on parle de data center, c'est ça. Avant, c'était fait de façon un peu improvisée, c'était plus ou moins sécurisé. Maintenant, étant donné qu'on a vu que lorsqu'un data center en fait n'avait plus d'électricité ou était cambriolé, c'était gênant pour des milliers d'entreprises. Maintenant, ces centres-là sont extrêmement sécurisés. Donc, ce sont des endroits qui sont aussi bien protégés que l'imprimerie nationale ou pas mal pour le coup de banques. Comme ça produit beaucoup de chaleur, il y a des systèmes de refroidissement qui sont assez élaborés. Et voilà. Et alors je vous disais que sur en fait, une armoire comme ça, on pouvait héberger 100, 200, 300, 2000 sites, à condition que ce soit des petits sites qui ne reçoivent pas beaucoup de trafic. Parce que si vous vous appelez Google, tout ça, c'est juste pour vous. Étant donné qu'il y a 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus de connexions sur Google tous les jours que sur les sites d'une entreprise pour le coup ordinaire, en particulier si elle a acheté un site à page jaune qui n'est jamais visité pour le coup par personne. Là pour le coup, un seul site, ça peut occuper tout cet espace-là. Et les gros sites qu'on connaît tous, genre vente privée, etc., c'est pas, ils n'occupent pas tout un data center, mais ils occuperaient 2 armoires que ça ne m'étonne pas. Donc, parce que c'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers, pour le coup, de petits sites. Ces data centers, soit ils appartiennent aux grands opérateurs, genre Facebook ou Google par exemple, soit ils sont en fait loués par des sites d'e-commerce. Donc en l'occurrence, je pense que Vente Privée n'opère pas en fait un centre comme ça, en fait, elle loue un espace en fait dans un data center. Donc voilà. Alors ça c'est pour le principe. Donc physiquement, toutes les images, toutes les données, les prix des produits, etc., ils sont hébergés sur des ordinateurs normaux, sur des disques durs d'ordinateurs normaux. Dans le cadre, donc en gros, quand j'appelle, en fait, quand je vois une page d'un site en fait s'afficher, c'est parce qu'il y a un microprocesseur en fait qui est appelé, qui mouline, qui va chercher des données sur un disque dur, qui nous transmet les informations, et ensuite le navigateur de mon ordinateur, il reçoit ces informations-là et il décide de les mettre en page un petit peu comme il veut. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, suivant qu'on avait Explorer
Firefox ou Chrome ou Opera, on pouvait avoir des mises en page différentes en fait pour un même site. Maintenant, sur les ordinateurs normaux, les mises en page se ressemblent pas mal, mais ce qui diffère maintenant, c'est la mise en page que Safari a décidé de la façon dont il a décidé d'interpréter les données en fait si vous êtes en mobile. Là, c'est plus un problème de taille d'écran que de navigateur pour le coup à proprement parler. Maintenant, pour que un navigateur, un ordinateur, ça sache où se trouve l'information, sachant que des sites web, je pense qu'il doit y en avoir peut-être 300 millions en ce moment dans le monde, répartis sur toute la planète, il faut qu'ils connaissent l'adresse de la machine où est hébergé le site. Chaque machine a une espèce de numéro de téléphone, qui est une adresse IP, qui se compose de 4 numéros, 4 chiffres de 4 numéros qui peuvent aller de 0 à 999. Et donc du coup, votre navigateur, il doit savoir en fait où se trouve la machine qui héberge il doit trouver le numéro de la machine pour savoir où aller chercher les informations. Et ça passe par un système qui s'appelle le système des DNS, des Domain Name Server. Vous n'avez pas besoin de connaître le numéro de téléphone, l'adresse de la machine. Vous tapez le nom du site, et ensuite il y a un système si vous voulez, d'annuaire sur Internet, le système des DNS, qui dit, sur lequel est connecté votre fournisseur d'accès. Et lui, il sait que quand on lui demande tel nom de domaine, il doit aller le chercher, il doit aller chercher l'information à tel endroit, en fait, peut-être à Londres, peut-être à New York, etc. Plus éloigné du navigateur et le data center qui héberge en fait le site web, plus long normalement est le temps de réaction. Donc si jamais vous faites héberger votre site en Asie, il va mettre relativement longtemps pour être chargé par des internautes français. Voilà. Après, ça c'est pour le fonctionnement général. Maintenant, vous avez différentes familles de sites. Vous avez, moi, ce que j'appelle, ou ce qu'on appelait avant, des sites cartes de visite. Et la plupart des offres pas chères, comme par exemple celle de Page Jaune, celle de One and One qui fait pas mal de pubs en ce moment, en fait, pour toucher les professions libérales ou les petites sociétés, où on vous explique que pour 10 € par mois, vous allez créer votre site. Ce sont des sites vitrines. Il y a quelques pages, et puis vous avez... Enfin, ce sont des sites, moi, qui appelle carte de visite. Il y a quelques pages, et en général, ces sites-là, comme il n'y a pas beaucoup de contenu, que le contenu n'est pas optimisé pour Google, pour le référencement naturel, et qu'il n'y a pas d'achat d'espace dessus, presque personne ne les voit. Donc, sauf si vous envoyez les internautes, si vous donnez à vos contacts que vous faites autrement que par Internet l'adresse de ce site-là, personne ne le verra. C'est un petit peu comme votre carte de visite, aussi longtemps que vous ne rencontrez pas de gens, ce support-là, en fait, ne vous sert à rien. Je pense que parmi les 300 millions de sites qui existent, il y en a bien 200 millions qui rentrent dans cette catégorie-là, qui sont à cheval entre ça et le site vitrine, où là, on a un site un peu plus développé, avec peut-être quelques dizaines de pages de contenu, mais pas forcément de budget de pub derrière, et un peu plus optimisé pour Google, parce que souvent, ça n'est pas vous qui l'avez fait via des systèmes pas chers, souvent ce sont des agences de création de sites qui les ont réalisés, ces sites, mais qui ne sont pas des championnes surtout, et en plus, comme vous les avez payés entre 2 et 5 000 ou 6 000 € pour créer le site, et assurer sa promotion, forcément, elles n'ont pas les moyens pour le coup de tout très bien faire. Après, c'est pas le nom générique, mais là, si vous voulez faire du vrai développement commercial, il faut avoir un site internet complet. Donc, complet, ça veut dire maintenant qu'il présente vraiment tous vos produits, qui ait suffisamment de pages pour toucher un grand nombre de mots-clés tapés par les internautes, qui propose le cas échéant des services complémentaires, qui ne soit pas juste un site de diffusion d'informations, et un plan de promotion efficace. Et un plan de promotion efficace à moins de 10 000 €, même pour une petite entreprise, ça n'existe pas. Quand je dis 10 000 €, c'est que ça me permet d'acheter 2 000 € d'AdWords dans l'année et de faire du référencement à hauteur de 8 000 €. Si vous voulez tomber sur un bon, pour vous permettre un peu de prendre vos repères, si vous voulez tomber sur un bon référenceur, qui ne fait pas travailler que des stagiaires qui s'y connaissent à moitié, ce qui est le cas souvent, il faut prévoir que lui doit vendre sa journée entre 600 et 800 €. S'il paye toutes ses charges, s'il paye tous ses impôts, s'il n'emploie pas les gens au noir et s'il ne fait pas travailler que des étudiants ou que des stagiaires, c'est à peu près le prix auquel il doit vendre sa journée.
d'une façon ou d'une autre. 8 000 € à 800 € la journée, ça fait 10 journées par an, 12 journées par an si la journée elle est 600 €. Donc ça fait une journée par mois pour m'occuper de votre référencement, ce qui n'est pas beaucoup compte tenu de tout ce qu'il y a à faire en référencement. Juste sur cette technique-là, on a une journée par mois de suivi, de reporting, d'échange, pour vraiment faire progresser les choses. Sur quasiment toutes les autres techniques, vous retomberez sur le même type de problème. S'il y a besoin qu'il y ait des gens qui s'occupent de moi, il faut les payer, et en France, à moins de 600, 700 € la journée, en fait, ça ne fonctionne pas si on respecte les règles du jeu. Et si en plus vous devez acheter de la pub, c'est encore plus cher, parce qu'il faut le temps de travail de la personne qui va programmer, gérer la campagne de pub, et il faut aussi payer au Google ou les régies publicitaires. Donc un plan de promotion sur Internet, c'est plutôt 20 000, 30 000, 40 000 € pour une boîte ordinaire, et pour une grosse structure, ce sont des centaines de milliers d'euros. Et une très grosse structure, ce sont des millions d'euros. Et c'est aussi pour cette raison que de communiquer, vendre, se développer sur Internet, ça n'est pas cher, parce qu'il faut faire de la pub pour que son site soit connu. On pourrait penser qu'avoir un site, c'est déjà être présent, avoir des visiteurs. Ce que disaient tous les vieux de l'Internet, c'est que tu as un site, c'est comme si tu avais une plaquette rangée dans ton armoire qui est fermée à double tour. Il faut le faire connaître, ton site. Et idem pour les applications, il faut référencer les applications dans les stores d'applications, il faut faire de la pub, de la promo, des relations presse, etc. Le site d'e-commerce, il correspond à ça, mais sauf qu'il a des fonctions de prise de commande en ligne et le cas échéant de paiement en ligne. Et moi, j'avais distingué en fait un autre niveau, même si c'est pas entre guillemets un concept en fait qui est reconnu, c'est la création de systèmes agiligeants. Si je veux tirer parti d'un maximum d'opportunités sur Internet, par exemple, il faut que mes produits, même j'ai mon site web d'e-commerce, mais je prends une petite part de marché. Je vois bien que c'est toujours La Redoute ou Xmania ou Rue du Commerce ou la Fnac ou Amazon qui sont dans les premières positions sur plein de mots-clés importants. Et moi, je vais avoir du mal, même en étant bien référencé, à aller capter ce trafic-là. Donc du coup, ce que je veux peut-être bien aussi, c'est être référencé à l'intérieur de ces places de marché. Si je veux être référencé à l'intérieur de ces places de marché, il faut que mon site web envoie en permanence la liste de tous les produits qui sont disponibles sur le mien, à Amazon, à la Fnac, à Rue du Commerce, à La Redoute, etc. Et donc du coup, il faut qu'il y ait des connexions entre mon site web et les autres sites web. La Fnac elle-même, elle a besoin d'un réseau d'apporteurs d'affaires. Je vous parlais de l'affiliation. Voilà. Dans lequel elle-même, la Fnac, en fait, elle dit écoute, place des liens vers la Fnac, mets des bannières sur ton site pour encourager les gens à venir acheter sur la Fnac, et je te reverserai en moyenne 2,75% du montant des achats que tu renverras sur mon site, si les gens achètent vraiment sur mon site et s'ils n'annulent pas leur commande. Pour ça, il y a besoin que mon site web, il parle à une plateforme d'affiliation, donc c'est une espèce de régie publicitaire qui met en relation la Fnac avec les autres sites qui vont apporter du trafic et des clients à la Fnac. Et la plateforme d'affiliation, elle-même, elle sera connectée à la Fnac, elle sera connectée à des dizaines de sites affiliés, d'apporteurs d'affaires. Bon, là, on voit déjà que j'ai un site d'e-commerce. Dans l'idéal, il faut que mon site d'e-commerce soit connecté aux places de marché. Mais même les places de marché elles-mêmes, elles doivent récupérer du trafic de l'affiliation ou d'autres domaines. Et en fait, un site web, maintenant, c'est plus un site web, une boutique qui est isolée. Un site d'e-commerce, c'est plus un site isolé. C'est un site qui est relié à l'ensemble d'Internet et qui récupère tout un tas d'informations, qui échange des informations. Et quand on parle de big data, là, il y a plein de tuyaux pour le coup à brancher pour qu'il y ait de la donnée qui soit produite. Lorsque j'achète de la pub, souvent, je veux qu'elle s'affiche maintenant quand je suis Verbaudet ou la Fnac ou Pixmania, je veux qu'elle s'affiche, mais uniquement auprès des gens qui ont déjà visité mon site, mais qui n'ont pas encore acheté. C'est le reciblage, le retargeting. Des fois, on se retrouve à l'autre bout d'Internet, et on ne sait pas trop comment, mais il y a Verbaudet ou la Fnac qui nous ont retrouvés, qui nous replacent les produits de la pub avec les produits qu'on a consultés. Et là, on se sent un peu espionné. Bon, là, pareil, il y a besoin qu'il y ait des tuyaux qui soient branchés, en fait, vers d'autres machines, de façon à ce que mon site web puisse, on va dire, travailler avec le reste de l'Internet.
Donc ça, c'est ce que j'appelle l'agiligence. C'était le titre de mon premier bouquin. Sur Internet, il faut être à la fois agile et intelligent. Et encore, là, c'est Internet qui se regarde le nombril, parce que si ça se trouve, moi j'ai besoin de connecter mon site e-commerce avec mon système de gestion des stocks à l'intérieur de mon entreprise. J'ai peut-être besoin aussi que mes fournisseurs, ils se connectent, ils puissent par exemple satisfaire des commandes. Par exemple, il y a des sites d'e-commerce qui fonctionnent en dropshipping. Le dropshipping, ça consiste à dire, moi je ne stocke rien, je n'achète rien, simplement quand j'ai réussi à prendre une commande d'un internaute, j'avais entendu parler de quelqu'un qui ne faisait que vendre des poussettes sur son site internet, il y a déjà très longtemps, et lui il envoyait directement la commande au fabricant de poussettes espagnol, et c'est lui qui imprimait le bon de commande au nom du marchand, et qui expédiait la marchandise en fait, directement en fait, au client. Ça s'appelle le dropshipping. Donc là, pareil, il y a besoin que mon site internet soit connecté au système d'information de mon fournisseur. Donc maintenant, un site internet, alors non seulement c'est pas une plaquette, c'est quelque chose qui est conçu pour faire plaisir à Google largement, qui a peut-être un système de prise de commande en ligne, qui est relié à une marketplace, à une place de marché, qui a peut-être son propre programme d'affiliation comme la FNAC, et qui est peut-être même relié pour le coup à ses fournisseurs. Donc là, c'est un système qui est connecté à énormément de choses. Et si mes clients ils ont tellement de mal à mettre en place mes recommandations que moi, j'estime pas être si compliqué au niveau du référencement, c'est parce qu'ils ont énormément de choses à gérer pour le coup en parallèle. Non seulement ils ont besoin de beaucoup de temps, la plupart pour gérer tout ça, qu'ils n'ont pas, parce qu'il y a beaucoup de besoins, il n'y a pas forcément les budgets pour aller acheter tout ce temps-là, mais en plus ils ont besoin de comprendre le système des places de marché, des intranets, du retargeting, etc. La programmation d'un site, c'est assez compliqué, mais on pourrait le résumer à ce schéma-là. J'imagine que les mots que je dis là, en fait, enfin, les acronymes qu'il y a ici, en fait, sont un petit peu compliqués, mais ça résume quasiment tout. Pour qu'un navigateur en fait, puisse savoir si l'image qui doit s'afficher sur la page d'accueil doit être au milieu, elle doit être petite, elle doit être grande, elle doit coller tout en haut ou pas, si un texte doit être en rouge, en vert, ou clignoter, ou être masqué, etc., c'est parce qu'il interprète, en fait, il reçoit des données qui sont formatées en HTML. Et le HTML, en fait, c'est un langage de mise en page. C'est un petit peu comme, c'est pas beaucoup plus évolué que Word. Vous savez, dans Word, vous pouvez faire apparaître le texte en gros, en gras, positionner les images, etc. Le HTML, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas beaucoup. Et à la base, ce que savent interpréter les navigateurs, c'est juste, c'est la mise en page, en fait, le système de mise en page en fait, des données qui leur en sont envoyées. Le navigateur, il est bête, il ne fait pas beaucoup de traitements intelligents. Le HTML, c'était la mise en page, ça se résumait à du HTML en fait, pendant longtemps. Et puis il y a une autre couche de mise en page qui est venue se superposer dessus, c'est le CSS. Donc le CSS, par exemple, ça permet d'arriver en fait à la chose suivante. Il y a 15 ans, lorsque je programmais un site et que je voulais que le mot musique, ici, il apparaisse en police de caractère Arial et peut-être en 6 pixels de hauteur, dans les premières versions de l'HTML, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est que lorsque dans mon code HTML, je faisais apparaître le mot musique, il fallait qu'à chaque fois, il fallait que je dise Arial, 6 pixels. Et puis ensuite, pour DVD, je devais redire la même chose, je devais recopier les mêmes bouts de code. Et ici, et ici, et ici. Donc je répétais 50 fois en fait de suite la même chose. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je dis, ça c'est le style menu. Et quand c'est le style menu, alors dans ce cas-là, tu vas chercher les caractéristiques de la mise en page du style menu. Et le style menu, c'est décrit une seule fois, à un seul endroit. Comme dans Word, les styles. Voilà, c'est exactement. Voilà. Et donc du coup, c'est Arial et 6 pixels. Et donc du coup, là, je dis, ça c'est style menu, ça c'est style menu, ça c'est style menu, ça c'est style menu. Et après, hop, il y a un fichier CSS. Et les styles, c'est les styles de Word,
en version Internet, ça s'appelle CSS, c'est Cascade Style Sheet. CSS, c'est ça. Donc c'est de la mise en page, entre guillemets, un petit peu fine. Et j'ai le droit de dire à mon CSS, si c'est un ordinateur normal qui appelle musique, alors ça doit s'afficher comme ça. Si c'est Safari pour iPhone, alors tu l'affiches d'une autre façon. D'une autre façon, ça peut être plus gros, plus petit, on ne sait pas. Et d'une autre façon, ça peut même être de dire, tu le masques complètement ce menu, parce que ce menu, il a été conçu pour un navigateur en fait normal, un écran d'ordinateur normal, mais pas là-dessus. Donc le menu, au lieu de le faire apparaître comme ça, tu le fais apparaître, soit tu le fais disparaître complètement. Je ne le veux plus sur, quand cette page-là est appelée je ne le veux plus sur ma version mobile. Ou alors... Voilà. Vous savez, souvent sur les versions mobiles des sites ou sur les applications, on a ces trois petits traits. Et là, je peux dire à ma feuille de style, tous les éléments qui apparaissaient de façon alignée de façon horizontale, maintenant, si c'est appelé en mobile, tu le fais apparaître en vertical quand on clique sur ce bouton-là. Le CSS, ça permet aussi de faire ça, et ça permet de faire plein d'autres choses aussi, mais notamment ça. Le XML, c'est un système qui permet d'échanger des informations, c'est un espèce, entre ordinateurs, c'est un espèce d'espéranto de l'Internet. Vous savez, l'espéranto, c'était la langue, normalement, Internet, qui devait devenir la langue internationale dans les années 60, puis finalement, c'est l'anglais qui est devenu, dans les faits, l'espéranto. Le XML, c'est ce qui permet à tous les ordinateurs de parler à peu près le même langage quand ils ont besoin de faire de l'affiliation, du retargeting, de l'échange de données, de catalogues sur les places de marché, etc. On peut le programmer de plein de façons différentes, il n'y a pas forcément besoin de parler de le XML. Donc du coup, moi si je vais voir la FNAC, je peux leur dire écoute, on va faire un truc sur mesure parce que ce sera plus souple, ce sera plus personnalisé, mais il faut inventer un nouveau langage d'échange. Le XML, c'est le langage d'échange de données en fait, par excellence en fait, entre les ordinateurs sur Internet. Et après, il y a plein de variations, suivant les types de données qu'on veut échanger, il y a des sous-catégories à l'intérieur du XML. Donc comme votre site est intégré au reste de l'Internet, il y a de fortes chances qu'il y ait des échanges de données en format XML. Je vous disais que le HTML, c'est ce qui permettait d'afficher les données. Mais au navigateur, et que le navigateur, lui, ne comprend pas, il ne sait pas faire de traitement pour le coup sur les données. Donc là, par exemple, quand je vais me connecter, identifiez-vous. Alors, je ne sais plus si j'ai mon mot de passe Amazon. Voilà. Donc là, je vous ai dit que j'étais en train de tester l'achat de rasoirs sur abonnement pour savoir jusqu'où va leur système. Donc là, ils ont compris que je m'intéressais aux rasoirs, du coup ils vont me replacer plein de rasoirs, types de rasoirs différents. Toutes ces informations-là, elles sont stockées dans une base de données chez Amazon, mais ce n'est pas la base de données qui personnalise la page, c'est un langage de programmation. Et la plupart du temps, le langage de programmation, donc le langage qui a récupéré mon mot de passe, qui a permis de récupérer mon mot de passe, de vérifier que c'était le bon, et qui a été chercher les bonnes données à me présenter, qui étaient stockées dans la base de données, c'est la plupart du temps pour les sites, c'est PHP. Chez Amazon, c'est pas ça, c'est plus compliqué. C'est un langage qui est plus puissant, qui est plus rapide, etc. Mais la plupart du temps, sur les sites des entreprises, on va dire ordinaires, hop, c'est le langage PHP qui est utilisé. Donc, et enfin, donc, les données, c'est pas le langage de programmation, là où sont stockées mes données avec la liste des produits que j'ai achetés, ce qui me plaît le plus, les produits que j'ai pas achetés mais que j'ai consultés, etc. Mon adresse, mon numéro de carte bleue, etc. C'est stocké dans une base de données, et celle qui est la plus fréquemment utilisée, en fait, c'est MySQL. Donc,
La liste des produits, la liste des clients, l'historique des commandes, etc., c'est stocké dans une base de données. Donc une base de données, pour être concret, ça n'est pas beaucoup plus compliqué qu'un tableur Excel. En gros, vous imaginez que... Voilà. Vous avez, dans une base de données, vous avez des tables, donc un peu comme des tableaux sur Excel. Et puis là, il y a la table avec les clients. Et sur chaque client, pour chaque client, j'ai une ligne supplémentaire. J'ai le nom, j'ai le prénom. J'ai l'adresse, le code postal, etc. J'ai une autre table pour chaque type de données. Donc par exemple, je vais avoir une table en fait pour les produits. Puis là, pareil, je vais avoir je sais pas, l'identifiant ou la référence du produit, le type de produit, le nom du produit, l'image qui doit s'afficher quand on appelle le produit, l'image pour la version mobile qui doit s'afficher pour qu'elle s'affiche plus rapidement, qui sera plus légère, le descriptif produit, le prix en promo, etc. Et une base de données, en fait, c'est des dizaines de tables, mais que vous pouvez vous représenter en fait comme des tableaux en fait sur Excel. Donc, il y a, dans une base de données, pour un site e-commerce, j'ai la liste une table pour les clients, une table pour les produits, au moins une table pour les catégories, etc. Donc, les données, elles sont stockées dans la base de données. La plus connue d'entre elles, c'est MySQL. Vous avez besoin d'un langage de programmation pour qu'il sache lorsqu'on appelle, qui sait ce qu'il doit afficher sur ce qu'il doit envoyer comme information et qui vient taper dans la base de données. Le code qui va être généré, il va être interprété, donc il sera du code HTML, il sera interprété par le navigateur, et puis le navigateur, en plus, pour aller plus vite, il a besoin d'une feuille de style. Et puis, si jamais je vais changer des données avec le reste de l'Internet, souvent j'ai besoin d'utiliser le XML. Là, je vous explique les choses de façon simple. Puis comme je vous ai dit qu'il fallait être autonome et aller gratter un petit peu les choses quand on ne comprenait pas exactement les choses, essayez de creuser en fait ces quatre sujets-là, c'est assez important. Après, il y a plein de choses qui sont importantes, ça c'est pas mal, et je vous encourage à les creuser parce que c'est pas très agréable parce que c'est de la technique. J'ai bien compris que, en dehors de vous, en fait, vous n'étiez pas technicien ici. Mais ça fait partie des choses avec lesquelles on jongle super régulièrement quand on fait du digital. Voilà. Sur les navigateurs, fut un temps, il n'y avait plus vraiment d'enjeu parce que les parts de marché en fait étaient relativement figées. En gros, il y avait Firefox et Explorer qui avaient l'essentiel du marché. Tout d'un coup, en 2008, il y a un nouvel entrant sur les navigateurs qui dit « Moi, je suis Google et je veux imposer mon navigateur ». Donc, il lance Google Chrome qui n'était pas très utilisé à ce moment-là. Et là, du coup, ça a complètement en fait, inversé la hiérarchie. Je disais en 2008, donc, on avait du Firefox, donc, le logiciel open source, et l'Internet Explorer de Microsoft. Et là, vous voyez qu'il monte, qu'il grimpe, 40% de part de marché. Fin 2013, et maintenant ils doivent être au moins à 50%, c'est Google, avec Google Chrome. Et là, vous voyez, les courbes des autres en fait, tendent à diminuer, à l'exception de Safari, Apple, qui, grâce à cela et à l'iPad et aussi au redémarrage des ventes de l'e-book, pour le coup, en fait, a recommencé à prendre un petit peu de part de marché, mais qui est quand même le dernier des quatre grands navigateurs. Avant, il n'y avait pas tant de problèmes. Enfin, au tout début de l'Internet, on avait un problème parce que chaque navigateur affichait les données de façon différente. Depuis 6-7 ans, ça n'est plus le cas, ils affichent tous quasiment les choses de la même façon. Mais le vrai problème, en fait, c'est la multiplication des tailles des écrans qui accèdent en fait au site, qui rend les choses, pour le coup, un petit peu plus compliquées. Sur les navigateurs, il y a une autre chose à dire, c'est que si vous voulez traquer les gens, les espionner, regarder ce qu'ils font, savoir s'ils reviennent, quelles sont les fiches produits qu'ils voient sur votre site ou pas, il faut leur envoyer des cookies. Vous savez, c'est les espèces de petits bouts de code qu'on envoie sur votre ordinateur et que vous stockez, puis on a l'impression que tout l'espionnage c'est ça, alors qu'en réalité, la NSA, elle utilise des trucs, pour le coup, beaucoup plus compliqués. Et, les cookies, c'est le truc d'espionnage des marketeurs qui ne sont pas super forts finalement. Donc c'est pas super méchant. Néanmoins, comme il y a pas mal d'internautes qui s'inquiètent d'être surveillés,
il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, tiens, si on mettait en place des systèmes qui permettaient aux internautes d'effacer leurs cookies. Vous savez, vous pouvez nettoyer votre historique, les cookies, etc. Même pire, il y a Safari qui a dit, moi, à partir de maintenant, les cookies tiers, c'est-à-dire les cookies qui ne sont pas envoyés par le site, mais par tous les systèmes d'espionnage qui sont installés sur un site, je les refuse par défaut. Et Firefox, qui avait une plus grosse part de marché en 2013 que Safari, a failli faire la même chose. C'est-à-dire que dans les dernières versions de Firefox de 2013, ils étaient censés refuser les cookies d'espionnage par défaut. Donc, si je me connecte sur Amazon, forcément j'accepte les cookies d'Amazon, mais les cookies des 50 systèmes d'espionnage qu'a installé Amazon pour savoir même ce que je fais à l'autre bout d'Internet, ça je les refuse, notamment le cookie Facebook, le cookie Google, etc. Et finalement, ça, ils sont revenus un petit peu en arrière. Apparemment, il y aurait dans les 10%, 5-10% des internautes que vous n'arriveriez pas à traquer par cookie. Donc, l'essentiel des visiteurs d'un site, on arrive à les traquer par cookie, cookie tiers, cookie d'espionnage, tout ce que l'on veut, et il y a 10% qu'on n'arrive plus à traquer par cookie, notamment à cause de Safari. Maintenant, il y a quelque chose qui est plus fort que le tracking par cookie, c'est le fingerprinting. Fingerprint, en anglais, c'est l'empreinte. En gros, ça renvoie au fait qu'en 2010, il y a des universitaires américains qui ont démontré que si jamais je récupère la version du système d'exploitation sous lequel tourne l'ordinateur, si jamais je récupère le navigateur, la version du navigateur, est-ce que c'est Internet Explorer 6, 7, 8, 9, si jamais je récupère le fait que sur le navigateur, il y ait Flash ou Java qui soient installés, qui sont des espèces de plugins qui me permettent de faire bouger des trucs sur l'écran. Si je recoupe toutes ces informations-là, au bout du compte, chaque ordinateur, je peux le qualifier de façon unique. Alors du coup, ça paraît un petit peu bizarre, parce qu'on se dit, il n'y en a pas des navigateurs, il y en a quelques dizaines, des systèmes d'exploitation, il y en a 10 qui sont vraiment utilisés, des navigateurs, le fait que Flash ou Java soient installés, c'est un ou deux, il y a deux solutions. Donc du coup, chaque ordinateur ne peut pas avoir une combinaison unique. Et en réalité, en fait, la version que vous avez, vous, du système d'exploitation sur votre ordinateur, c'est pas Windows XP comme là j'ai en ce moment, c'est Windows XP en français, édition familiale, embarqué édition spéciale Dell, et il y a un code en fait très précis. Donc en réalité, des versions de Windows, il y en a des centaines. Et idem des versions de Firefox, il n'y en a pas des centaines, il y en a des dizaines. Et des versions de Flash, vous savez, on vous demande sans cesse de mettre à jour Flash, Java, etc. Il y en a des centaines aussi. Donc en fait, à la fin, au bout du compte, il y a énormément de combinaisons, il y a des millions de combinaisons possibles entre tous ces éléments-là. Et à la fin, même si vous n'avez pas de cookies, comme le site web il a le droit de vous demander votre système d'exploitation, la version exacte de votre navigateur, la version de votre Flash, la version de votre Java, etc., dans 80% des cas, la combinaison de ces éléments-là que vous avez installés sur votre ordinateur, elle est unique. Donc les 10% de gens qui ont effacé leur cookie, dans 80% des cas, donc 8% de ces 10%, on arrive à les retraquer pour le coup d'une autre manière. Mais l'empreinte change au fil du temps. Ça change de façon en discontinue, effectivement. Mais à un moment donné, par exemple, vous allez aller sur Amazon, vous avez effacé tous vos cookies, mais pour commander, vous êtes obligé de vous reconnecter. Donc du coup, vous dites à Amazon, bah là tu vois, c'est ma nouvelle configuration. Donc là, il va pouvoir vous resuivre peut-être pendant 2-3 mois. Et après, vous vous reconnecterez pour le coup ou pas. Mais, et en gros, il y a 1 ou 2% des internautes, je crois, qu'on n'arrive pas à suivre, mais entre les deux systèmes de tracking par cookie et par fingerprinting, on y arrive. Définir les objectifs d'un site. Alors, ça paraît bête de dire ça, mais la plupart de mes clients ne sont pas du tout au clair là-dessus. Eux, ils veulent faire un site qui présente leurs produits et basta. Donc, définir les produits ou les services qu'on veut mettre en avant, oui, c'est bien, mais il y a une question que ne se pose pas la plupart de mes clients, c'est est-ce que les produits que tu vas présenter sur ton site, il n'y a que cela que tu pourrais vraiment prétendre vendre à tes internautes. Je vous donne un exemple en fait qui est facile à comprendre. Le bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure, le papillon digital, que j'ai écrit il y a longtemps, en réalité, il avait une version électronique
qui s'appelait Agiligence. Puis j'ai fait une mise à jour en fait 2 ans plus tard avec un vrai éditeur de bouquins, mais la première version, je l'ai vendue en fait en ligne. Et à l'époque, j'avais compris 2-3 trucs et j'ai réussi à en vendre 1500-2000 exemplaires. Ce qui, même pour un livre en fait B2B au format papier, est pas mal. Mais alors sur Internet, à cette époque-là, c'était vraiment un bon tirage. Donc j'ai tout de suite vu, à l'époque, qu'il y avait un marché pour les e-books. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais je crois que c'est un quart ou la moitié des ventes de livres sur Amazon depuis un an, ce sont des e-books, des bouquins électroniques. Donc quand j'ai commencé à bosser avec Duno il y a 6 ou 7 ans, je leur ai dit, vous savez qu'à mon avis, vous ne devriez pas vendre que des bouquins papier sur votre site. 2-3 ans plus tard, ils ont mis un lien vers un partenaire qui vendait des versions électroniques de leurs e-books. Et je leur ai dit, mais moi, c'est pas ça dont je te parlais. Moi, je vois que moi, quand j'achète des bouquins chez toi, chez Duno, c'est de l'édition professionnelle, assez technique. Donc je vais apprendre à référencer, je vais apprendre à créer des sites, je vais apprendre à programmer, etc. Puis il y a d'autres disciplines aussi. Et moi, je leur ai dit, moi maintenant, quand j'apprends aussi en me formant à base de vidéos. Et des fois, ce sont des vidéos gratuites YouTube, et des fois, j'achète ces vidéos. Je les achète $50, $100, $200 des fois quand je vais me former sur une chose très spécifique sur laquelle il n'y a pas de livre de disponible. Toi, le besoin auquel tu réponds, c'est ça, c'est la formation continue des gens ou la formation des gens qui sont à l'université. Moi, je suis désolé, mais les gens ils vendent des e-books, et puis les e-books, des fois, c'est pas simplement des versions scannées des livres, ce sont des versions adaptées spécialement à Internet. Il y a de la formation en ligne sous forme de vidéo. À mon avis, ton avenir, c'est probablement ça. Quand je dis définir les produits, ça peut être aussi ça. Ça peut être, puisqu'on sait que maintenant les choses se digitalisent, c'est peut-être aussi revoir une partie de son offre, pas tout, mais une partie pour s'adapter à Internet. Et Voyage SNCF, d'ailleurs c'est symptomatique, on dit plus SNCF, on dit Voyage SNCF. Parce que même eux ont compris que la carte qu'ils avaient à jouer sur Internet, c'est pas simplement vendre des billets de train, c'était vendre du voyage, vendre des séjours, vendre des hôtels, et maintenant même ils prennent des participations dans du covoiturage, dans des entreprises de covoiturage. Et c'est la SNCF. Donc même si le vieux truc là, qui est la SNCF, on n'arrive pas à bouger, parce que dès qu'on veut changer leurs horaires, c'est la grève pendant 15 jours, ils réfléchissent comme ça, c'est peut-être qu'il y a un truc derrière. Et c'est facile on va dire, de prendre, on va dire, de le penser pour d'autres. C'est beaucoup plus difficile pour le coup de le penser pour une entreprise donnée qui a toujours du mal à s'adapter. Et d'ailleurs, la CNCF, pour y aller, en fait, pour commencer à vendre du voyage, ils ne l'ont pas fait en interne, ils se sont alliés avec Expedia, ils ont un partenariat pendant 6 ou 7 ans avec Expedia parce qu'ils savaient qu'eux tout seuls n'y arriveraient pas. Et le covoiturage, lancer un site de covoiturage, c'est pas compliqué, hein. C'est une place de marché, il suffit d'avoir des conducteurs qui s'inscrivent et puis des clients qui s'inscrivent, et ça coûte 20 000 € à développer. Sauf que il faut y aller, il faut le vouloir, il faut assurer la promotion, tant qu'on n'a pas suffisamment de clients d'un côté et de conducteurs de l'autre, ça ne marche pas. Et donc du coup, même pour un truc simple comme ça, ils ont décidé de prendre une participation dans une autre boîte qui le ferait 10 fois mieux qu'eux. La cible, qui sont mes clients? Quel exemple pourrais-je prendre? Par exemple, moi je suis un libraire. Donc je peux me dire que quand je vais me lancer sur Internet, je vais vendre des bouquins à mes clients dans ma ville. Non, parce que c'est plus du tout comme ça que les gens en fait cherchent à acheter des bouquins sur Internet. Ils vont sur Amazon qui leur propose les 300 000 livres qui existent, là où un libraire, accessoirement la définition de l'offre produit, quand il a quelques centaines de livres en fait en stock, c'est déjà de titres différents en stock, c'est déjà pas mal. Là, la cible, si je me lance dans la vente de bouquins sur Internet, elle est plus locale, pour le coup, elle est nationale au minimum. Et même sur Amazon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter plein de bouquins en anglais aussi. Et donc du coup, je peux cibler des gens de façon beaucoup plus large. Les indicateurs de performance de mon site. Alors ça pareil, ça c'est la plupart de mes clients sont dans le grand flou. C'est quoi les objectifs de trafic de ton site cette année?
C'est quoi les objectifs en nombre de nouveaux clients de ton site cette année? C'est quoi les objectifs de chiffre d'affaires de ton site cette année? Le montant moyen théorique de ta commande sur ton site, c'est quoi? Ben, si j'ai un client sur 4 qui a une réponse à ces questions de base, c'est le bout du monde. Et pourquoi? Ben parce que comment je fais pour savoir combien il va y avoir de trafic sur mon site? Toi, le référenceur, tu es capable de me dire combien tu vas m'envoyer de trafic? Ah bah non, ça dépend de Google. Toi, alors d'accord, mais quand tu achètes de la pub, tu vas pouvoir à peu près, tu sais à quel prix tu achètes la pub. Ouais, moi je sais à quel prix je vais acheter mes bannières, mais je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui vont cliquer dessus. Par exemple, mes vidéos, je ne sais pas combien de personnes vont avoir envie d'aller au-delà de la vidéo. Si j'envoie des emails, bon d'accord, j'ai 10 000 adresses email dans ma base, mais quel va être le taux d'ouverture? Il y a pas une partie qui est garantie. Alors Google, sur la moitié des investissements publicitaires, l'achat de mots-clés dans Google, 0 de garantie. Et surtout pas le prix du clic, parce que le prix du clic, il dépend du nombre de personnes qu'il y a dans la salle aux enchères qui veulent acheter le même mot-clé. Et si ça se trouve, au début de l'année, il y a 20 personnes, et à la fin de l'année, il y en a 40. Donc le prix du clic a augmenté. Et avec les mêmes 10 000 € de budget, je peux faire 10 000 visiteurs à 1 €, ou peut-être 5 000 visiteurs à 2 €. Donc même ça, on ne peut pas le garantir. Les systèmes de pub ciblés en fonction du profil des internautes, le RTB, c'est aussi un système d'enchères. Les prix de la pub varient tous les jours ou toutes les semaines. Mais il n'y a pas minimum garantie de visite, enfin, ou de vue. C'est ce que je vous dis, ça varie tous les jours. Donc ça peut être plus, Mais ça c'est peut dans être l'autre moins. sens, parce que pas en termes de prix, pas de garantie en termes de prix qui Oui. fluctue, ça j'ai bien compris, mais garantie en nombre de personnes. Si le prix par vue ou par personne varie, moi étant donné que mon budget, je l'ai défini au départ, ça fait varier le nombre de visiteurs. Et comme il n'y a personne qui peut me dire le prix du clic ça s'arrêtera à 5 €, parce que peut-être que ça ira à 6 €, ou le prix de l'impression ça s'arrêtera à 1 € du CPM, à 2 € du CPM, parce que peut-être que ça ira à 4, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le prix pour l'emailing, pareil. Si tes internautes qui sont abonnés à ta newsletter, ils en ont marre de tes newsletters, je ne peux pas te garantir, moi, celui qui gère l'envoi d'emailing, que ça continuera de marcher aussi bien qu'au début de l'année. Donc du coup, la raison pour laquelle, même si j'ai forcé le train un peu, les gens ne font pas de prévision, c'est que c'est difficile. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que c'est difficile et que tu as de fortes chances de te planter qu'il ne faut plus faire aucune prévision. Parce que le meilleur moyen, en fait, on va dire d'avoir les idées plus claires, c'est de faire des hypothèses, de confronter les hypothèses à la réalité, et ensuite, petit à petit, d'affiner tes hypothèses avec les années, en fait, qui avancent. Le plan de promotion et son budget. De quel volume de clients j'ai besoin, de quel chiffre d'affaires et de quel trafic j'ai besoin. Et ça, normalement, c'est ce qui devrait déterminer le budget et le plan de promotion. Comme souvent, déjà à ce niveau-là, au niveau des objectifs quantitatifs, on n'est pas clair, bah, du coup, le budget, il n'est pas forcément défini de façon rationnelle. La façon la plus, on va dire, la plus souvent utilisée pour définir les budgets, c'est faire du référencement, ça coûte combien? Le budget moyen du référencement, toi qui est dans la partie, tu peux me dire combien c'est? Bah, le budget moyen, c'est 8 000 €, 10 000 € par an. Ouais, mais est-ce que ça correspond à tes objectifs qui sont vachement importants? Bah non, probablement pas. Pareil, le budget moyen d'une campagne de RTB, c'est combien de pubs ciblées? Le ticket minimum, c'est 5-10 000 €. Après, en moyenne, ça doit être 20 000 €. Pour quel résultat? Pour quel type de client? Ça dépend. Donc ça, c'est une des choses qui sont les moins bien maîtrisées. J'ai un client que j'ai réussi à faire remonter sur le mot chaussure en numéro 1 et en 5 mois, on a dégommé Sarenza qui était en numéro 1 sur le mot chaussure depuis 5 ans. Donc résultat normalement exceptionnel. Quand on arrive à ce résultat-là, normalement, nos clients ils sont en admiration, ils sont super contents, etc. Et malheureusement, mon client, il se dit « Ah ouais, mais le référencement, c'est vachement important. Je vais recruter un référenceur en interne. » Ce qui est une bonne idée, dans la mesure où on additionne nos forces. C'est-à-dire qu'ils continuent de nous acheter notre prestation, ils ont plein de temps en interne, en fait, pour améliorer ses positions. Et le problème, c'est que mon client, il n'a pas compris une chose, c'est que si on avait réussi à être meilleur que le meilleur en référencement, c'est qu'on n'était vraiment pas mauvais. Et que chaque référenceur n'est pas forcément à notre hauteur. Et donc du coup, recruter un référenceur, c'est bien en interne parce qu'il va rédiger plus de contenu, il va se battre avec la DSI, le service informatique pour que tout ce qu'on demande qui est un peu bizarre soit mis en place en fait plus rapidement.
Mais à un moment donné, des gens qui sont plus forts que Sarenza, il n'y en a pas 50 en France. Donc en l'occurrence, moi je pense qu'il y a 10 personnes qui savent ce qu'il faut faire pour battre Sarenza sur le mot chaussure, parce qu'ils sont franchement, pour le coup, très bons. Et le problème, c'est qu'ils nous ont remplacés par ce référenceur. Et la moralité, ils ont perdu la position la première position, en fait, 2 ou 3 mois après qu'il est arrivé, moins à cause de sa faute, que parce qu'ils avaient coupé notre budget de netlinking. Parce que si on y arrivait, c'est parce qu'on crée des liens en permanence, en fait, vers ce client-là. Et puis après, il a perdu encore plus de place parce que lui est convaincu que le netlinking, ça ne sert pas à grand-chose. Et malheureusement, comme la boîte va pas, n'a pas des milliers et des cents à dépenser en référencement, une fois que j'ai recruté mon référenceur qui coûte, toute charge comprise, peut-être 60 000 € à l'année avec les charges patronales, j'ai plus de 10 000 € pour les agences. Et une petite partie pour le netlinking peut-être. Donc du coup, voilà. Et là, en fait, ils sont en train de leur classement est en train de se dégrader parce que Sarenza continue à créer des liens alors qu'eux n'en créent quasiment plus. Et c'était quoi l'impact sur leurs chiffres quand ils étaient numéro 1 et quand ils sont pétés la cheville? Je pense qu'ils devaient être dans les 10 000 à 20 000 visiteurs, 10 000 visiteurs par mois, donc 120 000 par an sur ce mot-clé-là. 120 000 fois même un taux de transformation de 120 000, 1200, de 1,5%, ça fait 600 clients. 600 clients fois, je ne sais pas, 60 €. Ça leur faisait quand même pas mal de chiffre d'affaires juste sur ce mot-clé-là. Sachant que si je vous dis chaussures, c'est parce que ça, c'est le mot-clé qui est dur, mais en réalité, il y avait plein d'autres positions. Je crois qu'ils ont des positions sur 100 000 autres mots-clés. Pas aussi demandé que le mot chaussure, mais sur 100 000 autres mots. Voilà, et petit à petit, et ils ne sauront jamais vraiment si c'est à cause du fonctionnement Google qui a changé, du mobile guédon ou d'autres choses, ou parce qu'ils ont fait le mauvais choix en nous virant. Mais eux, ils sont en train pour le coup, de reculer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont coupé un budget qui était stratégique pour le coup pour eux. En se disant, attends, on est arrivé là, donc on va y rester. Non. On a dégommé Sarenza, donc ça veut dire que si même les meilleurs peuvent être dégommés, eux, a fortiori, ils peuvent être délogés aussi. Et souvent, quand ça marche bien sur Internet, on a tendance à se reposer sur nos lauriers en se disant, c'est à nous, c'est gagné. Ni en emailing, ni en RTB, ni en référencement naturel, ni en achat de mots-clés dont le cours des enchères varie sans cesse, jamais rien n'est gagné pour nous. Donc voilà. Et après, donc du coup, ça c'est stratégique. Qu'est-ce que l'on garde en interne? Qu'est-ce que l'on externalise? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a des choses comme le référencement qui peuvent être pour le coup entre les deux? Donc ça, c'est très important d'avoir les idées claires et précises sur ces différents sujets, parce que sinon on risque de se planter. Alors sur l'arborescence en fait d'un site d'e-commerce, alors ça c'est vrai, c'est de la base de la base, mais vous voyez, quand on conçoit un site, il faut faire un espèce de plan du site. Donc le plan du site, c'est assez simple, j'ai ma page d'accueil, j'ai mes grandes catégories, donc souvent ce qui se trouve dans le menu du haut en général, même si là vous voyez par exemple, on a tout en haut, accessible à partir de la page d'accueil, on a le lien mention légale qui ne se trouve pas dans le menu, lui il se trouve plutôt en bas en fait en général. Mais tous les liens qui sont cliquables à partir de la page d'accueil, normalement, ils sont donc sur le premier niveau. Après, je descends dans une catégorie de produits. Après, je peux avoir soit des fiches produits directement ici, soit des sous-catégories, pour le coup, et ensuite des fiches produits. Donc lorsque l'on conçoit un site, pour se mettre tous d'accord sur le contenu général qu'il y aura sur le site, en fait, on définit une arborescence. Donc qui commence en général par la page d'accueil. Il y a quelque chose qui, en fait, il y a un piège dans cette façon de représenter les choses, c'est qu'on se dit, donc du coup, normalement, mon internaute, il va arriver par la page d'accueil, du coup, après, je vais lui laisser choix entre cliquer dans les catégories, taper un mot-clé dans ma petite boîte de recherche, etc. Et sa navigation, ça va être ça. Sauf que, comme pour un site d'e-commerce qui marche, ou un site commercial qui marche, la moitié des visiteurs, ils n'arrivent pas sur la page d'accueil qui se positionne peut-être sur chaussures femmes, sur des gros mots-clés, mais que si vous cherchez en fait un escarpin blanc pour un mariage, du coup, la page qui va se positionner, c'est une fiche produit qui est à l'intérieur du site. Du coup, votre scénario théorique de navigation il tombe complètement par terre. Puisque là, le scénario, c'est je tape le mot-clé escarpin blanc mariage de Google. C'est une petite page à l'intérieur du site qui se positionne.
Et du coup, j'arrive directement là-dessus. Et la vraie page d'accueil, c'est celle-ci. Et c'est plus celle qu'il y a en haut. Et donc, du coup, si je veux garder mon internaute, je dois tout lui expliquer, je dois le rassurer très très vite à partir de cette page-là, alors que je pensais peut-être au début que ce serait la page d'accueil qui serait la plus critique. Et voilà. Et donc, du coup, la moitié des pages, tout ça pour dire ça, la moitié des pages, dans la moitié des cas, la page d'accueil, la vraie page d'accueil, c'est une page interne du site. Alors qu'on dit qu'il y a une page d'accueil. Et c'est ce qui explique aussi, par exemple, que le taux de rebond sur un site, il avoisine les 50%. Donc si vous comptez, quand vous allez vous interrogez votre outil d'analyse d'audience et que vous lui dites combien j'ai de visiteurs, j'en ai eu 100 000. Oui, mais combien il y en a qui sont restés plus d'une page? Eh bien, j'en ai que 50% la plupart du temps. Le taux de rebond, donc la proportion des gens qui ne voient qu'une seule page en fait par rapport à tous mes visiteurs, il est compris en général entre 45 et 55%. Quand vous êtes très bon, vous êtes à 35%. Et lorsque vous n'êtes pas très bon, et ça arrive, vous êtes plutôt dans les 60-65%. Et pourquoi? Souvent parce que on a oublié que tous les gens n'arrivaient pas par la page d'accueil. Maintenant, la tendance est plutôt à la verticale, le défilement des pages à la verticale, donc l'arborescence reste toujours... Alors, les one-page websites, c'est Ouais. quand on n'a quasiment rien à lire, parce que Amazon, il n'aura jamais tout le contenu qui tient sur une page. Il a des millions de fiches produits, donc ça fonctionne pour les petits sites qui n'ont pas grand-chose à dire. Moi, j'aurais tendance... Alors, ça a deux problèmes, enfin, il y a deux soucis. Je pense que c'est plus une navigation qui est adaptée à ça, mais maintenant qu'on a tendance à faire un seul site pour les deux, puis qu'on veut économiser des neurones et concevoir une seule version en réalité pour ça et pour ça, même si on dit que c'est responsive, du coup, voilà. Et il y a un gros problème, c'est qu'en référencement naturel, qui reste même en mobile un gros pourvoyeur de trafic, une page peut être pertinente sur un mot. Donc du coup, si vous n'avez qu'une seule page sur votre site, vous pouvez prétendre peut-être être positionné sur un mot, alors que vos internautes, ils en tapent 500. Bah, du coup, vous avez perdu. Donc moi, j'aurais tendance à dire, peut-être pour dire l'essentiel, vous pouvez miser sur ce type de site, mais pour aller chercher les vrais visiteurs, pour le coup, vous avez quand même votre navigation horizontale normale. Alors ça, c'est pour l'arborescence type d'un site d'e-commerce, et ça, c'est pour un site commercial normal, à propos de nous, nos offres, nos clients, recrutement, l'actu, l'espace média, etc. Alors, une fois que vous avez défini votre, on va dire le plan de votre site, l'arborescence de votre site, vous avez fait une toute petite partie du boulot parce qu'il faut savoir ce qu'on va mettre sur les différents types de pages. Donc du coup, là en fait, on commence par définir le zoning des pages, c'est-à-dire les grandes briques, les grands blocs à l'intérieur d'une page. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a, là je ne sais pas, il y a peut-être un produit en fait qui est mis... non, voilà, il y a un produit qui est mis en... Ça doit être une page de catégorie de produits. Là, il y a un produit qui est mis en push, on a vraiment envie de bien mettre en valeur. Là, il y a peut-être les derniers produits référencés. Là, il y a peut-être de l'actu. Là, il y a le menu, le bloc, le header en fait de la page. Donc, on se met d'accord sur les grandes lignes. Après, on peut peut-être préciser ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc là, ça peut être fait sur PowerPoint, sur Photoshop, ou ça peut être en fait fait par écrit. Là, on entre beaucoup plus dans les détails du contenu de chaque bloc, donc c'est le wireframe. Et après, une fois que tout le monde, pendant la séance de brainstorming, s'est mis d'accord là-dessus, pour le coup, on demande à l'infographiste de réaliser un prototype. Et lui, du coup, il va nous présenter ce à quoi ressemblera la page vraiment lorsqu'elle s'affichera sur un navigateur, mais lui, il va juste mettre, on va dire, en couleur nos idées. Il va mettre des images, etc. En revanche, ce sera juste une image. Et pour qu'une page s'affiche sur un site, il faut qu'elle soit programmée en HTML. Donc entre l'image sur laquelle on va se mettre d'accord dans le cadre du prototype avec l'infographiste et ce qui permettra vraiment à l'internaute d'accéder en fait à ce rendu visuel, il y a une phase qui s'appelle l'intégration HTML. Donc c'est le fait de transformer entre guillemets des images en code HTML qui lui-même va appeler peut-être 50 petites images qui vont s'afficher là, l'image du produit, etc. Donc je définis le grand plan de ma page, les grandes zones de ma page. Je précise ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui permet à l'infographiste de me proposer en fait un prototype, une maquette.
Et ensuite, une fois qu'on s'est vraiment bien mis d'accord, donc pour les maquettes des pages de catégorie, les maquettes de fiches produits, les maquettes de la page d'accueil, les maquettes qui présentent ma société, les conditions générales de vente, donc tous les types de pages de mon site, il y en a peut-être 20, 30, enfin non, je ne sais pas, entre 15 et 30 sur un site. Là, je l'envoie à l'intégration HTML. Et ensuite, de toute façon, ça c'est que le rendu, parce qu'il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui code, qui crée la base de données, et qui programme en PHP pour que le code soit généré. Sur la navigation, souvent en fait on a des problèmes. Alors ça c'est normalement juste un élément de la conception, mais souvent en fait on a des problèmes parce qu'on a envie de tout faire remonter. Là je vous disais, j'avais un client qui s'appelait Duno, et lui il avait beaucoup de mal en fait à hiérarchiser son information. Il avait beaucoup de mal pour plusieurs raisons. C'est que il avait un catalogue produit normal, mais il avait plusieurs types de cibles. Le site, il touche les enseignants, qui sont prescripteurs souvent, les élèves, potentiellement les parents, les professionnels et accessoirement les journalistes. Donc du coup, ça fait 5 types de publics et qui n'ont peut-être pas envie d'avoir accès en fait au même type d'informations. Donc du coup, lui, il voulait avoir à la fois des entrées par public et des entrées par thématique, parce que il avait des livres autour de la science, autour de l'économie, de l'informatique, des sciences sociales, des livres pour les prépas, et puis aussi des essais. Donc là, sur la catégorisation en fait, des produits, pas de souci, il reprend un peu le système pour plein de sites e-commerce, le menu du haut. Une petite boîte de recherche, parce que des fois en fait on a besoin d'un bouquin précis, donc c'est bien pour les gens qui ne veulent pas cliquer et recliquer en fait de donner cette possibilité-là. Mais après, ils ont toujours eu du mal à gérer les entrées par public. Donc là, par exemple, j'ai un espace enseignant du supérieur. J'ai un espace presse ici. Mais vous voyez, ce n'est pas exactement sur le même plan. J'ai mon compte, pour le coup, pour les clients ordinaires. Et du coup, je pense que les entrées pour les étudiants, pour le coup, ils ont dû décider de les supprimer. Et après, il y a tout un tas d'éléments qu'on a envie aussi de faire remonter, comme par exemple l'inscription à la newsletter. Est-ce que vous la voyez là? Est-ce que vous le voyez, le système d'inscription à la newsletter? Il est là. Il est ici, il est sur abonnez-vous aux actus du savoir. Alors, outre le fait que ça ne se voit pas beaucoup, et aux actus du savoir, c'est pas méga sexy, ça donne pas forcément. Et voilà. Et puis il y a aussi des icônes pour les réseaux sociaux. Donc là, on voit Facebook, Twitter, machin, etc. Et puis il y a les dernières parutions, il y a les partenaires, il y a les jeux concours, etc. Et là, du coup, ça renvoie au fait que sur la base, en fait, c'est assez simple de concevoir la navigation, les interfaces, etc. Et puis après, quand on veut faire du fine-tuning, en fait, soigner tous les petits détails, il y a énormément de choix à faire. Et si tout est un peu sur le même plan, et si on ne se fixe pas de priorité, bah, du coup, il n'y a plus forcément énormément de choses qui émergent. Donc ça, au niveau de la navigation, c'est quelque chose qui est dur, mais il faut faire des choix. Qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est critique, et qu'est-ce qui est accessoire? Moi, je pense que la presse, un petit lien en haut dans le menu, en fait, ici, serait largement suffisant. Parce que la plupart du temps, en fait, les journalistes, ils savent bien qu'il y a une rubrique média quelque part, soit elle est en haut, soit elle est en bas, mais elle est rarement pour le coup en haut. On aurait pu gagner déjà un peu de place. Il fallait absolument aussi les vidéos des auteurs, ce qui à mon avis n'est pas pour le coup le plus important, mais pour eux dans la façon dont ils représentent en fait l'animation de leur site, pour le coup ça l'était. Ils voulaient aussi avoir un système qui permette de faire défiler les livres ici. Alors pour moi, ça a mangé pour le coup beaucoup de place. Ils voulaient avoir un espace aussi d'autopromotion vers les autres sites du groupe dont fait partie Duno. Et là, du coup, il y a de la pub pour Arnaud Collin. Outre le fait que là, c'est l'endroit traditionnel où on voyait les bannières avant, et ça, les gens savent que c'est de la pub, ils ne prêtent plus d'attention. À un moment donné, comme tout est sur le même plan, bah, les choses les plus importantes, en l'occurrence les rubriques et les bouquins, pour le coup, sur ce site-là, se voient moins. Amazon, qui a, je pense, si ce n'est pas 100 fois plus de références produits, en a 500 fois plus, eux pourtant, ils ont une interface simple. Donc du coup, comme quoi, en faisant des choix, on arrive en fait à proposer des choses qui sont simples, mais parce qu'on a décidé qu'il y a des choses qui se verraient moins, d'autres qui se verraient plus, etc.
Et là, vous voyez, ils ont décidé, je pense parce qu'ils ont dû réaliser pas mal de tests, que comme les gens devaient faire beaucoup plus de recherches, étant donné qu'ils ont énormément de produits, les gens ont dû perdre l'habitude de naviguer en fait par catégorie, par clics successifs, et la plupart des gens qui vont sur Amazon aujourd'hui tapent un mot-clé. Et donc du coup, ils ont fait disparaître leur système de catégories qu'ils ont eu pendant 10 ou 15 ans, ils les mettent sur le côté, et encore uniquement si je passe en relever sur parcourir nos boutiques. Eux, Amazon, qui ont beaucoup plus d'informations en fait, à envoyer, ils ont simplifié à l'extrême, ils ont dit, bon, bah, y a des priorités. L'essentiel, c'est que les gens, lorsqu'ils tapent leur mot-clé, ils trouvent leurs produits, et donc du coup, ça va être notre interface de navigation principale. Et puis, on laissera la home, en fait, pour de l'animation commerciale. Alors ça, c'est dur souvent, parce qu'il faut renoncer à des choses, mais c'est le prix à payer pour avoir un site qui est clair. Trouver un bon nom de domaine, donc une bonne adresse Internet. Alors, si vous voulez en fait vous renseigner sur les disponibilités d'un nom de domaine pour un site, vous pouvez aller soit sur des sites comme OVH ou Gandhi, qui sont des vendeurs de noms de domaine, ce sont des registrars, ce sont les sociétés auprès desquelles on crée les noms de domaine, que l'on paye pour créer les noms de domaine. Et là, bah, du coup, sur ces deux sites-là, très très rapidement, vous voyez en fait si votre site est disponible en .com, en .fr, en .net, en .x, etc. Et si jamais il n'est pas disponible, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Whois-Search, qui est un site qui vous permet de savoir qui est le propriétaire du nom de domaine. Parce que des fois, vous tapez l'adresse du nom de domaine en fait, dans le navigateur et ça ne répond pas. Donc vous pouvez vous dire, bah, c'est bon, il est disponible. Et puis vous allez sur OVH, il dit, non, il n'est plus disponible, il a été acheté. Alors comment c'est possible? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté, mais qui n'a pas mis en ligne de site derrière. Et là, Whois-Search, il vous permet dans les 3/4 des cas de savoir quel est le propriétaire du site et éventuellement de le contacter si jamais vous vouliez racheter le nom de domaine. Mais au moins, vous aurez la certitude sur le fait que le site, le nom de domaine a été déposé ou pas par quelqu'un. La plupart des petites structures en fait, qui cherchent des noms de domaine se contentent de vérifier la disponibilité du nom de domaine. Moi, j'ai une marque qui s'appelle Net Marketing Academy. Notre site sur la formation, son nom c'est Net Marketing Academy, mais son adresse c'est netmarketing.fr. Sauf si je me trompe, on n'a pas déposé netmarketing.com, net-marketing.com, netmarketing.fr, etc. Parce qu'on n'a pas envie de tout déposer, ça nous coûte de l'argent. Comme j'ai lancé cette marque-là, cette marque, elle m'appartient. Et donc du coup, les gens qui voudraient lancer un service de formation qui s'appellerait Net Marketing Academy, déjà ils auraient des problèmes, parce que moi je me suis déjà lancé dessus, et si jamais ils me piquent un nom de domaine, je vais les attaquer en justice. Donc en gros, quand on dépose un nom de domaine, il faut vérifier que la marque qui correspond à son nom de domaine soit également disponible, et ça on peut le faire sur base-marque.mp.fr. Donc quand on vérifie la disponibilité d'un nom de domaine, il faut aussi vérifier la disponibilité de la marque. Pour qu'un nom de domaine soit bon, il faut qu'il soit facilement mémorisable, il faut qu'il soit court. Plus c'est long, moins les gens le mémorisent, et plus ils doivent réfléchir, moins c'est bon pour vous. Mémorisable, désolé. Hier, j'ai entendu de la pub à la radio pour une société qui vend des cartouches d'encre et qui s'appelle easycartouche.fr ou .com. Et à la fin du spot à la radio, on entend EasyCartouche. Alors, ils répètent easycartouche.fr pendant tout le spot de pub à la radio. Et à la fin, ils disent easycartouche.fr. E-A-S-Y cartouche.fr. Pourquoi? Parce que easy, ça peut se prononcer, en fait, ça peut s'écrire en fait, de plein de façons différentes. Dès que vous mettez un point ou un tiret dans le nom de domaine, c'est foutu. La plupart des gens ne voudront pas le retenir, ils auront tapé votre nom directement pour le coup dans Google. Donc, le plus facilement mémorisable et le plus court possible. J'ai distingué en fait, maintenant vous avez un choix assez énorme d'extensions pour déposer votre nom de domaine, sachant que les plus courantes et les plus reconnues par les gens ce sont les .fr et les .com, mais depuis plusieurs années il y en a quelques dizaines qui sont apparus. Il y a le .travel, il y a le .fm, il y a le .tv par exemple, il n'y en a aucune qui a franchement décollé, mais c'est devenu encore plus compliqué parce que l'année dernière il y a 350 nouvelles extensions qui ont été lancées. Et cette année, il y en aura encore 350. Donc par exemple, maintenant, vous pouvez avoir, je ne sais pas, pizzeria.paris. Donc l'adresse de votre site, ce sera
.pizzeria.paris. Ah, ça enlève le FR et comme ça, Il y a ça plus- remplace. C'est à la place de .fr, il y a .paris. À la place de .com, il y a .bzh par exemple, pour la Bretagne.